deux études, Pramy et Culprit. Étienne, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Merci pour votre invitation à EITech. Alors, est-ce que Pramy et Culprit, ces deux essais, vont changer nos pratiques dans la revascularisation en phase aiguë d'infarctus? Eh bien, c'est l'objet de cette présentation. Alors, en introduction, tout d'abord, la proportion de patients pluritronculaires chez les patients qui sont pris en charge pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage varie globalement avec les séries, entre 40 et un peu plus de 60%. Et si on regarde les données françaises de FastMI 2010, eh bien on s'aperçoit qu'à peu près un petit peu moins d'un patient sur deux est monotronculaire, 28% des patients sont bitronculaires et un peu plus de 15% sont tritronculaires. Et là encore, d'un point de vue général, la présence d'une atteinte multitronculaire, bi ou tritronculaire, est vraiment associée à un pronostic plus péjoratif que chez les patients monotronculaires, avec une mortalité qui est 2 à 3 fois plus importante chez les patients tritronculaires par rapport aux patients monotronculaires. Si on s'intéresse à la prise en charge des syndromes coronaires aigus avec sus-décalage pluritronculaire, alors je mets tout de suite à part tout ce qui est choc cardiogénique, pour lesquels la revascularisation complète fait partie du kit de sauvetage de ces patients. Pour les autres, vraiment l'objectif principal, c'est de revasculariser la lésion coupable. Et pour les patients qui sont pluritronculaires, eh bien, il y a 3 stratégies qui sont décrites et qui sont envisageables pour ces patients. La première, c'est de revasculariser tout pendant la procédure initiale, c'est le multiple PCI. La deuxième stratégie envisageable, c'est de prévoir une revascularisation différée, soit au cours de la phase hospitalière, soit juste après, c'est le stage PCI, ou bien encore, ne traiter que la lésion coupable et être très conservateur avec un traitement médical sur les autres lésions, et c'est le Culprit Lesion Alone. Alors il y a une méta-analyse qui a été publiée il y a quelques années dans le JACC qui est assez intéressante parce qu'elle reprend un peu les différentes données anciennes qui sont assez hétérogènes en termes de méthodologie et qui regroupe près d'un peu plus de 40 000 patients, 14 études avec à la fois des données prospectives et rétrospectives et qui en termes de méthodologie a comparé 2 à 2 ces 3 stratégies avec comme critère principal une mortalité à court terme, une mortalité à 30 jours. Et quand on regarde le critère principal de cette étude, où vous avez des comparaisons 2 à 2 de ces 3 stratégies, eh bien la stratégie qui semble l'emporter sur les 2 autres semble être la procédure de revascularisation différée, le stage PCI, comme vous pouvez le voir sur ici sur la slide, enfin sur le B et sur le C. Et parmi les critères secondaires de l'étude, qui était la mortalité à plus long terme, eh bien là encore, le stage PCI semble être un petit peu plus préférable que les 2 autres stratégies, même si les bénéfices sont un petit peu atténués par rapport à la mortalité à court terme. Alors quelles sont les recommandations actuelles? Eh bien qu'on prenne les recommandations nord-américaines ou les recommandations européennes, eh bien globalement ce qui est recommandé c'est de se focaliser sur la lésion coupable. Là encore j'exclus tous les chocs cardiogéniques et ensuite il y a une petite variante entre les recommandations nord-américaines qui préconisent de revasculariser dans un deuxième temps les lésions associées, éventuellement en y associant un test d'ischémie si jamais les lésions sont intermédiaires, alors que dans les recommandations européennes, qui sont un petit peu plus récentes, puisqu'elles ont été présentées il y a quelques mois, eh bien, on ouvre la porte à une revascularisation complète en phase initiale d'infarctus, sous réserve de patients très sélectionnés et avec un niveau de recommandation qui est toutefois très intermédiaire, puisqu'il est un niveau de 2B. Alors, quelle est la place aujourd'hui de la revascularisation complète? Je crois qu'il faut voir les avantages et les inconvénients de cette procédure. Les avantages, c'est qu'en une procédure, toutes les lésions sont traitées, ce qui est assez confortable pour le patient, et également probablement intéressant en termes économiques, puisqu'il y aura moins de hospitalisation pour les procédures, et donc peut-être un avantage également sur ce côté-là. Par contre, en termes d'inconvénients, une revascularisation complète est associée à des procédures qui sont forcément plus longues. Qui dit plus longue dit une augmentation de produits de contraste et de néphropathie induite potentielle. Une exposition également à des rayons X de façon plus importante pour les patients. Également des conséquences hémodynamiques potentielles à traiter des lésions sur un territoire qui n'est pas en train de souffrir. Des complications également potentielles de thrombose de stent avec un risque augmenté, en particulier chez des patients qui peuvent être résistants ou intolérants au clopidogrel, bien que le clopidogrel soit maintenant une molécule de deuxième intention. Également des inconvénients liés à la réalisation d'angioplastie multiple dans un contexte qui est vraiment très défavorable, à la fois pro-anti-inflammatoire et pro-thrombotique. Et puis la dernière chose, c'est que dans la phase aiguë d'infarctus, les patients sont baignés de catécholamine et donc il y a naturellement une sorte de spasme du réseau coronaire et qu'on a naturellement la tendance de surestimer les lésions coronaires et probablement à ce moment-là d'engendrer des revascularisations inutiles. Et donc pour nager à contre-courant de tous ces inconvénients, eh bien, il n'y avait finalement que les Anglais qui ont proposé 2 essais randomisés successifs. Le premier, l'étude Pramy, qui a été présentée il y a 2 ans à l'ESC, et puis l'étude de Culprit qui a été présentée un petit peu plus récemment.
L'étude PRAMI, tout d'abord, c'est une étude qui a randomisé un petit peu moins de 500 patients sur plus de 2000 screenés et qui a réparti ces patients en deux groupes. Un premier groupe de patients qui n'étaient traités que sur la lésion coupable, quelles que soient les lésions associées, y compris pour des lésions critiques. Et le deuxième groupe de patients, un groupe de patients qui avait une angioplastie multiple sur tous les vaisseaux avec un cutoff qui était à 50% pour définir le côté significatif de la lésion. Quand on regarde les caractéristiques cliniques des patients, on a une population qui est très proche de celle de FastMI, donc très proche de notre pratique française, avec notamment une moyenne d'âge d'à peu près 62 ans. Et en termes de procédure, eh bien, on a une proportion de stents actifs qui est de l'ordre un peu plus de 60%, qui correspond à cette période à peu près à celle utilisée dans FastMI. À noter qu'on n'a pas de renseignements sur les lésions angiographiques, enfin sur les lésions coronaires qui étaient présentes chez les patients traités médicalement. Le critère principal de l'étude, c'est un critère composite qui est associé décès d'origine cardiaque, infarctus du myocarde et angor réfractaire. Et sur le critère principal, eh bien, vous le voyez sur cette figure de gauche, eh bien, on a un bénéfice majeur en faveur de la revascularisation complète, avec un risque relatif de l'ordre de 65%. Et quand on regarde les critères composites de façon séparée, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de signal sur la mortalité. Par contre, on s'aperçoit que le signal est vraiment donné par l'angor réfractaire. Et donc, la conclusion de cette étude était de favoriser la revascularisation complète dans la phase aiguë d'infarctus. Alors, cette étude, elle présente un certain nombre de limites. La première, c'est que c'est un essai randomisé de très petite taille. Vous avez vu qu'il y a à peu près 200 patients dans chaque groupe et on peut vraiment se poser la question de la crédibilité des résultats parce qu'avec une étude aussi petite, si on change simplement 2 ou 3 éléments de groupe, eh bien, on transforme complètement les résultats et donc on peut se demander si ces résultats seraient retrouvés sur une population beaucoup plus large. La deuxième chose, c'est que l'essai a été arrêté prématurément par le comité de surveillance à cause de cette différence très importante sur le critère principal. Or, il n'y a pas de différence observée sur la mortalité, ce qui est normalement l'élément clé pour arrêter l'étude. Et donc, on peut regretter que l'étude ait été arrêtée prématurément pour cette raison-là. Le troisième point, c'est que c'est des résultats qui sont trop spectaculaires. 65% de risque corrélatif, c'est énorme. Avec toutes les limites liées au petit groupe, il faut se méfier de ces résultats. Et enfin, la quatrième limite que je vois à cette étude, c'est que c'est une étude de stratégie qui compare la revascularisation complète à une stratégie normalement de référence. Or, ne traiter que la lésion coupable et laisser la lésion critique associée et les traiter médicalement, ça ne représente absolument pas nos pratiques. Et donc, cette étude est également critiquable pour ce point-là. Et donc, comment est-ce qu'on peut interpréter PRAMI? À mon sens, eh bien, on peut dire que la revascularisation complète est faisable. Elle est faisable, pourquoi? Parce qu'on n'augmente pas les complications périopératoires, en particulier pas d'augmentation des AVC, pas d'augmentation des saignements et pas d'augmentation des néphropathies induites par les produits de contraste. Pour vous donner un exemple, voici pour moi à qui peut s'appliquer l'étude PRAMI. C'est un homme de 57 ans qui est pris en charge pour un infarctus à H+2 et qui présente 2 lésions simples sur l'IVA moyenne que vous voyez à droite ou que vous avez vu passer à droite et sur la circonflexe à gauche, pour lequel il a eu une double angioplastie en phase initiale de l'infarctus avec 2 stents actifs et avec une procédure qui a duré très peu de temps et avec moins de 100 cc de produits de contraste. Et je pense que ce type de malade peut bénéficier de cette stratégie. Le deuxième essai, c'est l'essai Culprit, qui est également une étude anglaise et qui a randomisé à peu près 300 patients dans 2 groupes. Là encore, une revascularisation basée sur uniquement sur la lésion coupable, à peu près 100 patients dans ce groupe-là, et puis un deuxième groupe où il y a une revascularisation qui est complète, mais non pas en phase initiale d'infarctus, mais au cours de l'hospitalisation. Il était préconisé de faire tout pendant la procédure initiale, mais on pouvait compléter la revascularisation au cours de l'hospitalisation. Le critère principal de l'étude est un critère composite à 12 mois, associant une mortalité totale, une récidive d'infarctus, de l'insuffisance cardiaque et une revascularisation drainée par un test d'ischémie positif. Et le résultat de cette étude sur le critère composite à 12 mois montre là encore un bénéfice en faveur de la revascularisation complète, avec, vous voyez ici, une différence de 10% entre les 2 procédures et un risque relatif qui est également très important, de l'ordre de 55% en faveur également de la revascularisation complémentaire. Et donc les conclusions de cette étude sont que la revascularisation complète est probablement à proposer pour les patients en phase aiguë d'infarctus, que peut-être il va falloir remettre à jour les recommandations.
En conclusion, ces deux essais anglais, PRAMI et Culprit-Lésion, suggèrent pour moi la faisabilité d'une revascularisation complète chez les patients pris en charge pour un syndrome coronaire avec sus-décalage. Et vous avez vu, il y a énormément de limites à cause des essais effectifs, à cause de la méthodologie. Et donc, il faut prendre avec beaucoup de précaution les résultats qui ont été présentés. Et à mon avis, il faut également d'autres essais pour pouvoir modifier les recommandations actuelles. Et il y a notamment un essai qui est l'essai Complete, qui compare à peu près 4000 patients, 2000 dans chaque groupe, avec un traitement médical par rapport à une revascularisation différée. Il faudra probablement attendre ces résultats pour pouvoir se prononcer en faveur ou en défaveur de la revascularisation complète. Et le dernier point, c'est que, on l'a vu avec le traitement anticoagulant, la tendance un petit peu actuelle, c'est de personnaliser un peu le traitement médical en fonction du profil de chaque patient. Et je pense que ça s'applique également à la revascularisation complémentaire. Il faut donc, on tend vers une approche médicale personnalisée. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.